Amis téléspectateurs, bonjour et merci de l'attention que vous voudrez bien nous accorder. Cet après-midi, l'émission École verte va devoir parler d'un ouvrage intitulé École responsabilitariste. Pour en avoir le cœur net, l'émission École verte a fait venir sur ce plateau Monsieur Arsène Moïsi, qui se trouve être l'auteur de cet ouvrage. Il répond ici aux questions de notre confrère Paulin Mokoso Kimbwende. Suivez. Monsieur Mundi, pourquoi avoir écrit un livre intitulé L'école responsabilitariste? Mais en fait, c'est pour une raison très simple, parce que je suis enseignant, et donc ce que nous appelons enseignant debout. Je côtoie les élèves tous les jours, et je côtoie les problèmes que j'appellerais systémiques tous les jours. Et donc, finalement, je me suis dit, bon, il faut quand même faire quelque chose pour résoudre ces problèmes. Et c'est comme ça que j'ai donc mené une recherche assez longue. C'est quelque chose qui date de vraiment longtemps. Je suis allé petit à petit jusqu'à le finir aujourd'hui. Et donc, en gros, c'est vraiment ma contribution. Et comme ça fait longtemps que j'enseigne, j'ai plus de 20 ans d'ancienneté. Et donc, je suis vers la porte de sortie. Donc, c'est l'essence de cet ouvrage. Je rappelle que votre ouvrage est sélectionné en 5 chapitres. Dans le premier chapitre, vous indiquez que l'école est malade, mais beaucoup plus, vous indiquez quelques symptômes qui minent notre système éducatif. Quels sont ces symptômes? Effectivement, donc j'ai commencé par recenser un peu ce qui ne va pas. Et donc j'ai fait un peu comme médecine. Je me suis dit, prudemment, je me suis dit, ce sont d'abord des symptômes. Je verrai après si ça cache quelle maladie. Et donc j'ai recensé comme ça des choses comme l'orientation par les maths et les français. Donc, lorsque les enfants sont en première et deuxième secondaire, on a beau avoir mis fin au cycle d'orientation, mais la vérité est qu'après la deuxième secondaire, les enfants doivent choisir leur option. Et donc, j'ai examiné cette affaire-là, et je trouve qu'elle pose problème. Si vous voulez, je vais prendre un exemple réel. C'est d'ailleurs par là que mon livre commence, le chapitre 1. C'est que je suis dans une salle de classe en train d'enseigner, c'est en deuxième secondaire. À l'époque, je suis au collège Saint-Georges. Et donc, j'ai la visite, il y a mon directeur des études qui vient me visiter ce jour-là. Donc, j'enseigne, et puis tout d'un coup, le directeur des études commence à tonner sur un élève. Et donc, j'arrête le cours, tous les enfants s'arrêtent et nous regardons ce qui se passe. Et donc, je vais derrière, et le directeur des études m'explique que cet enfant, au lieu de suivre le cours de mathématiques, il est en train de vous dessiner. Ah bon? Ben, j'ai dit, ah bon? Je prends donc cette feuille, je regarde, mais je suis vraiment éberlué. Je trouve que cet enfant a un talent fou en dessin. Je lui demande, mais qu'est-ce que tu comptes faire, jeune homme, en troisième année des humanités? Et il bredouille parce qu'il a bien sûr peur que je puisse moi aussi l'engueuler. Et il me dit, ben, l'Académie des Beaux-Arts. Je lui dis, mais écoute, mon cher, tu as de la chance. Toi, au moins, tu connais avec exactitude une filière dans laquelle tu as un talent inné certain. Parce que quand je vois ce que tu as fait là en deuxième secondaire, rien à faire, tu as de l'avenir à l'Académie des Beaux-Arts. Et puis c'est tout. Ça crée au fait un impair parce que entre des études qui gueulent et moi qui donne quelques conseils. Qui encourage l'enfant. Oui, je reconnais son don et je l'encourage. Je dis, en fait, il y a quand même un cours de mathématiques à l'Académie des Beaux-Arts. Donc, parce que dans certaines perspectives, dans certaines œuvres, la perspective demande à utiliser quelques outils mathématiques. J'en ai quand même besoin. Mais pour moi, l'essentiel là, c'est voir que tu as un talent certain en mathématiques. En dessin. En dessin, oh là là. Mais c'est un bel exemple parce que ça nous permet de commencer à voir les différents symptômes. Mais cet élève est fort en dessin. Les dessins n'a que 20 points en deuxième secondaire. Mais la mathématique a 60 points, les triples. Conséquence, puisqu'à la fin de l'année, on va faire la sommation de points, eh bien, ce monsieur va échouer. Nous allons dire que c'est un élève qui est faible. En lingala, on dit, ah, moi, on zoba. Je m'amuse à poser. En français, cet enfant est moins doué, c'est ça? Il n'est pas intelligent, pour être catégorique. Et moi, je pose la question, qui n'est pas intelligent? L'élève, ou les profs, ou l'école, ou la société? Parce qu'il me semble que l'enfant n'est pas Zoba. Il a un talent fou en dessin, et donc dire qu'il n'est pas intelligent est tout à fait faux. Et nous voyons là
un symptôme qui montre clairement qu'il y a quelque chose qui ne marche pas dans notre système éducatif. Pire encore, pour que cet enfant passe, il sera peut-être amené à corrompre son professeur. Eh bien, cette corruption est engendrée par les systèmes. C'est les systèmes qui obligent cet élève à corrompre pour pouvoir aller en troisième des humanités et à l'Académie des Beaux-Arts. Je n'encourage pas ça, mais c'est une réflexion, c'est un chercheur qui parle comme ça. Donc, il y a une corruption qui est encouragée par les systèmes. Et le professeur lui-même, s'il a des conditions problématiques un peu sociales, il profite pour prendre un 10 $. Eh bien, mais pour moi, le plus important, c'est de voir que donc, le système éducatif lui-même peut être à la base de certaines pratiques que nous dénonçons, en l'occurrence, la corruption. Eh bien, à ces jeux-là, on peut voir encore que, donc, vous avez un problème. L'orientation, même l'orientation va poser problème. Parce que l'orienteur, il a tendance à regarder d'abord l'ensemble de points. Si nous prenons 20 moins plus 60, ça fait 80. Mais cet élève fait 20 sur 20 en dessin. S'il n'a que 20 sur, mettons 10 sur 60 en mathématiques, plus 20, ça fait 30 sur 80. 40%. L'orienteur ne va même pas se soucier de l'orienter, parce qu'il a déjà échoué. Vous voyez? Donc, les concepts de l'orientation ne marchent pas. C'est comme ça que j'ai dit déjà, les concepts d'orientation, c'est déjà désuet. Mais pas par rapport à ce que je commence à voir là, il faut dépasser ça, il faut aller vers autre chose. Alors que nous avons une direction qu'on appelle les centres nationaux d'orientation scolaire et professionnelle. Ce n'est pas eux le problème. Voilà. C'est quelque chose, ce sont là les apports scientifiques. Très bien. À une époque, nous avons fait l'orientation scolaire professionnelle. Très bien. Mais les problèmes que je suis en train de voir là montrent qu'il faudrait passer à une autre génération. Très bien. Donc, au lieu de faire de l'orientation scolaire, on va y arriver là, je propose de faire ce que j'appelle la découverte des dons. Très bien. Okay. Donc, c'est ça la contribution, exactement. Alors, je prends un autre exemple assez ubuesque. Un autre symptôme. Oui, parce que je suis tout le temps dans ce qui m'arrive en classe ou bien ce qui m'arrive dans la famille. En tant qu'un homme de terrain. Exactement. Et donc, je reçois la visite d'une nièce que je ne connaissais pas, je n'avais pas encore vue, parce que ma sœur a épousé un garçon de Brazzaville. Et donc, ils habitent au Congo-Brazza. Et puis, là, elle a grandi déjà au lycée. Le lycée, c'est l'équivalent chez nous des humanités. Donc, nous avons la joie de l'accueillir chez nous à Kinshasa. Elle vient pour des vacances pour que nous puissions aussi la voir, la connaître. Et je lui pose la question, mais qu'est-ce que tu fais au lycée? Il me dit, je fais la série A. La série A, c'est l'équivalent chez nous de la section littéraire. J'ai dit, bon, et pourquoi tu as choisi la série la littéraire? Il me dit, non, parce que je suis faible en mathématiques. Et bien là, je suis tout à fait étonné de cette réponse. Et ma pauvre nièce est tout aussi étonnée de mon étonnement. J'ai dû lui expliquer après. Que normalement, tu ne peux pas faire littéraire parce que tu es faible en mathématiques. Tu dois faire littéraire parce que tu es fort en littérature, en français, comme nous disons. Mais ça, c'est un symptôme également qui révèle un symptôme dans le système éducatif français, parce que le Congo-Brazza dépend du système éducatif français. Comme nous avons beaucoup d'acquaintance avec le système éducatif belge, même si maintenant, avec la stratégie sectorielle, nous commençons à pencher vers le système éducatif canadien. Et donc, c'est révélateur d'un symptôme. Les enfants choisissent les options, non pas parce qu'ils sont forts dans cette filière, mais parce qu'ils sont faibles dans l'autre filière. Ça veut en fait dire qu'il n'a pas encore découvert où est-ce qu'il a du talent. Au moins, il sait là où que je suis faible là-bas, donc là, je peux déjà fouiller. Donc, ça veut dire qu'il travaille, mais ce n'est pas une mauvaise chose, au fait. Connaître que je suis faible ici, c'est une information importante. Il faut donc chercher ailleurs. Mais c'est là le problème. Qu'est-ce que nous faisons pour chercher ailleurs? Souvent, nous ne le faisons pas. Et ce n'est pas parce que quelqu'un pose problème, c'est le système éducatif qui pose problème, donc. Eh bien, il y a comme ça le repêchage, la délibération, le système de totaliser les points à la fin de l'année scolaire. Un enfant en deuxième secondaire, à la troisième, il doit choisir une option. Bon, vous prenez ces cours de géographie, d'histoire, de technologie, de mathématiques, on fait le total pour dire là, 45%. Mais ça ne veut rien dire. De mon point de vue, ça ne veut rien dire parce que nous ratons les couches. 45 veut seulement dire que l'enfant est faible. Ça veut dire que Dieu a créé un être humain qui n'a aucun don. Ce qui est un mensonge. Je dois le dire en tant que chrétien. Je ne crois pas que Dieu a créé un être humain qui n'a aucun don. Aux uns, il a donné un talent, aux autres 3 talents, aux autres 5, c'est vrai. Mais personne n'en manque. Donc le grand travail à faire, ce n'est pas d'affirmer que quelqu'un n'est pas intelligent, mais c'est plutôt de découvrir, toi tu as reçu quel talent. Et
c'est un seul ou bien c'est plusieurs. Voilà donc la tâche. Mais notre système, en faisant des totals, il brouille tout. On a un total et on suppose que celui qui a fait 80% est quelqu'un d'extraordinaire. Mais non, il a simplement réussi plusieurs dons peut-être, ou encore s'il a des dons en mathématiques, comme c'est beaucoup de points, ça va influencer sur le total par rapport aux autres qui ont aussi réussi, mais dans les cours qui ont moins de points géographie, histoire, musique, etc. Donc il y a une injustice et qui amène à voir que ce système de faire le total de points pour des enfants qui doivent choisir des options en troisième, eh bien, est malade. C'est clair qu'il y a quelque chose qui ne marche pas dans ce système éducatif. Donc je relève tout ça. La délibération, c'est même en fait du mensonge officiel. Imaginez-vous, ça c'est des choses que les enfants ne savent pas, c'est ça, c'est les professeurs qui savent. Donc mais les enfants savent que non, il y a délibération à l'école. La délibération pouvait expliquer un peu à l'intention de nos téléspectateurs. Super. Donc, en gros, je prends quelque chose de simple, c'est aussi dans le livre. Donc, un enfant a fait, mettons, 60 sur 100 en géographie. Il a réussi. Il a 10 points de plus. Et en même temps, il a fait 42 sur 100 en histoire. Bon, pour qu'il puisse passer des classes, il ne doit pas avoir 5 échecs. Or, lui, il a 5 échecs. Le critère dit qu'il faut avoir au moins 4 échecs qu'il va réfléchir. Mais lui, il a 5 échecs. Donc, comme il a, mettons, 57%, il faut éliminer un cours. Alors, on dit, bon, quel est le cours, l'échec est moindre? L'histoire, il manque 8 points, c'est délibérable. Qu'est-ce qu'on va faire? On va lui prélever les 8 points en géographie, où il a 60. Ça va rester combien? 52 sur 100. On va ajouter en histoire, comme ça les 48 devient 50. C'est comme ça que les élèves disent après, mais j'ai bien travaillé en géographie, comment je n'ai que 52? Il ne sait pas qu'on a pris 8 points, on a ajouté en histoire. Mais ce qui me dérange, c'est quoi? C'est qu'il y a là un mensonge. Pourquoi nous voulons mentir que l'enfant a réussi en histoire, alors qu'en vérité, il a échoué en histoire? Et c'est un mensonge c'est un mensonge du système éducatif. C'est le système qui nous appelle à mentir, les plus officiellement du monde. Ou à procéder de cette façon-là. Parce que c'est ça la procédure pour faire une délibération. Mais c'est vrai que l'école est laïque, mais nous sommes des chrétiens. Devons-nous être à l'aise avec des pratiques aussi mensongères? La réponse est clairement non. D'autant qu'il y a une solution. Il suffit de bouger le système éducatif pour élaguer tous ces mensonges complètement inutiles. Que nous puissions être parfaite communion avec le Seigneur, même si nous restons des êtres imparfaits. Est-ce que le problème réside au niveau des approches ou au niveau de la procédure? Non, je pense que c'est l'approche, c'est au niveau, je dirais, du système lui-même. C'est le système éducatif qui pose problème. Donc, ce système de donner tous les cours, totaliser les points, donc ça pose problème. Il faut autre chose. Et justement, c'est comme ça qu'à la fin, je propose un modèle différent d'un système éducatif, mais je le fais avec modestie. C'est-à-dire que je ne prétends pas détenir la vérité. À la fin, j'ai dit, voici une monture de départ d'un nouveau système éducatif que j'appelle le système responsabilitariste. On va y arriver. Alors, au chapitre 2 de votre ouvrage, vous parlez de la maladie de l'école et de la vision politique. À quoi vous faites allusion? Et donc, c'est ceci. Comme j'ai recensé différents symptômes, à la fin, je me dis, bon, si je dois synthétiser, tout ça c'est quoi la maladie, finalement? Eh bien, j'arrive à la conclusion suivante. En fait, notre système éducatif a comme maladie le fait que la plupart des enfants, je peux me dire la quasi-totalité des enfants qui sont en situation d'échec, ou bien de corruption, ou bien d'absentéisme, ou bien de fuite du système éducatif, ils ont des raisons légitimes de se plaindre. C'est soit parce qu'on les a obligés de réussir dans tous les cours et ils n'en ont pas tous ces dons, soit qu'on les a amenés à ceci, soit qu'on n'a pas trouvé là où il est fort. Eh bien, donc, c'est l'existence des raisons légitimes de se plaindre. C'est ça la maladie de notre système éducatif. Ça veut dire que nous devrions, au contraire, mettre en place un système éducatif dans lequel, si un élève devait être en situation d'échec, il ne devrait l'imputer à personne d'autre qu'à lui-même. Le système doit être complètement innocent. Il dit non, moi j'ai fait ça. Donc si tu en es arrivé là, c'est que c'est toi-même. C'est un peu ça que j'appelle dans la maladie, c'est celle-là. Maintenant, cette maladie, en réalité, elle n'est pas innocente. Elle n'est pas, disons, le professeur Sessemsial, je ne sais pas s'il est toujours vivant, il fit autrefois à l'ISP ici à côté, il disait qu'en réalité, on ne peut parler de problème d'éducation sans
se référer à la vision de l'homme et de la société. Et c'est vrai. À la conférence nationale, le député Kengo, Kengo, il disait, qu'est-ce que nous voulons? À la conférence nationale souveraine. Souveraine, tout à fait. Il disait, nous voulons un système de masse ou un système élitiste. Bien entendu, je ne suis ni pour l'un ni pour l'autre, ni l'un ni l'autre. Et donc, ça veut seulement dire que, en réalité, pour faire un système éducatif, il faut d'abord avoir une vision claire nous-mêmes. La société, on doit avoir une vision de l'homme et de la société que nous voulons. Quel type d'homme voulons-nous former? C'est un type d'homme qui est conforme au type de société déjà que nous voulons. Si nous avons des déficits au niveau du type de société, nous aurons des déficits au niveau de l'école que nous aurons. Donc, ça veut dire quelque part que si nous avons une école aussi problématique, c'est que probablement, il y a des choses à clarifier au niveau de notre conception de l'homme et de la société. Mais ça pose un problème politique. C'est pourquoi j'ai dit vision, on a dit vision politique. Parce que là, ça appelle à la vision. Et vous savez que parfois, je me demande, est-ce que nos autorités sont-elles conscientes de l'implication de la politique dans notre système? Lorsque les Belges installent l'école chez nous, mais il y a les débats au niveau de la Belgique entre Flamands Wallons, entre les libéraux et plutôt les tendances un peu socialistes, et même ceux qui sont pro-Église ou bien les pro-laïcité. C'est comme ça que vous avez des écoles qu'on donne aux églises, et puis après un moment donné, on commence à favoriser les écoles laïques, Athénée de la Gombe, Athénée de Victoire. Les écoles qu'on donne aux églises qu'on appelle les écoles conventionnelles. Conventionnelles. Et à un moment donné, c'est plutôt, les Belges ont commencé à plutôt construire les écoles, peu avant l'indépendance. C'est là qu'on a commencé à construire surtout les écoles laïques. Parce qu'à ce moment-là, au pouvoir, c'était des gens qui avaient une tendance laïque. Donc il y a un débat politique qui se rime. Mais nous, avons-nous un débat politique qui nous montre clairement les implications de la société? Je doute fort. Mais je n'ai pas échappé à ça. Donc cette réponse que j'ai donnée là, elle vient de ma propre vision de l'homme et de la société. Au fait, je suis responsabilitariste. Donc ça veut dire que j'appartiens à une doctrine qui n'est ni le libéralisme, ni le socialisme. Et que nous allons voir au chapitre 3. Exactement. Au chapitre 3, d'ailleurs, vous revenez, vous mettez en lumière la présentation générale de l'école, que vous baptisez responsabilitariste, n'est-ce pas? Exactement. Et pouvez-vous en donner le sens? Exactement. Donc, puisque je suis responsabilitariste, ça veut dire en gros que je considère que la société la moins injuste possible n'est ni libérale, ni bâtie sur la liberté, comme le libéralisme, ni bâtie sur l'égalité, comme le socialisme, mais bâtie sur la responsabilité. Et cette société-là qui est bâtie sur la responsabilité, c'est une société qui est responsabilitariste. Bien entendu, il faut ensuite expliquer, donner les détails, les mesures qu'il faut prendre pour que cette société voit le jour. C'est tout un livre, c'est mon livre qui est intitulé « La société responsabilitariste, une alternative au capitalisme et au socialisme ». Il est en librairie, ceux qui sont intéressés pourraient le chercher. Et donc là, on peut voir que c'est un système très simple. C'est un système dans lequel aucune personne n'a aucune raison de se plaindre. C'est ça la société responsabilitariste. C'est une société qui est organisée de telle manière que si tu es au chômage, tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même. Si tu es pauvre, tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même. Et donc voilà en gros un peu l'école responsable. C'est une école donc, qui est organisée avec au centre la responsabilité. Au fait, c'est une responsabilité qui est effective, qui est flagrante. Donc c'est-à-dire l'homme est mis dans des conditions telles que vraiment il ne peut s'en prendre qu'à lui-même. Il voit ça clairement lui-même. Nous, la société, nous voyons ça clairement que vraiment il ne peut s'en prendre qu'à lui-même. Et donc c'est cette école-là que je baptise de responsabilité. Donc à ce moment-là, chaque acteur doit être appelé à jouer un rôle de premier plan. Absolument, évidemment, chacun doit faire sa part. Donc les enfants vont faire leur travail, chacun. Au primaire, ils vont faire leur travail, au secondaire, et voilà. Et donc ça nous amène au chapitre au détail, au chapitre suivant. Oui. D'ailleurs, au chapitre 4, vous revenez sur la présentation générale de l'école, mais cette fois-ci de manière détaillée. Cela rime à quoi? Exactement. Donc, et c'est en même temps, c'est là en fait que ma contribution. Donc, je propose un système éducatif relativement différent, à vrai dire, du nôtre actuellement, mais qui compte 5 cycles un peu comme le nôtre. Donc, il y a le cycle, le départ, c'est la gaussian. En fait, c'est la garderie et occupation scientifique des enfants. C'est en gros la maternelle. Mais elle commence à partir de 3 mois.
Donc, puisque la loi dit que la femme n'a que 3 mois de congé maternité, aussitôt après le congé maternité, l'enfant est laissé en garderie. Et donc, de 3 mois jusqu'à 5 ans, l'enfant est en gosien. En gros, on s'occupe de lui. Là aussi, il y a une innovation. Qui s'occupe de lui? Ce sont des omphalogues. Ce sont des spécialistes dans l'art d'élever les enfants. Nous avons la culture de quand une maman a ses enfants, il appelle une cousine, une nièce pour l'aider un peu. Mais c'est dépassé tout ça. Nous sommes à une époque où il y a la psychologie assez avancée, la psychologie de l'enfant et de l'adolescent. Nous avons des connaissances énormes. Et en même temps, nous avons des filles, ou peut-être même des hommes, qui adorent rester avec les enfants. Les enfants. Et voilà, peut-être c'est des gens comme ça qu'on a appelés enfants pas intelligents, alors que lui, sa passion, c'est s'occuper des enfants. En fait, dans les systèmes que je propose, il ferait l'omphalogie, il travaillerait donc dans la gosien, en gros dans la maternelle. Donc, c'est des gens qui sont formés, qui ont fait les études, la formation professionnelle sur ça. Et qui sont aussi orientés à temps aussi. Hein? Nous allons arriver à Londres au 3e cycle. Et le cycle suivant, c'est la LEC. La LEC, c'est l'école primaire, en fait. Les appellations ici reflètent les objectifs. Parce qu'une des choses que je reproche à notre système actuel, c'est qu'il y a des termes qui sont dépassés. Des termes comme, c'est primaire, et puis secondaire, et puis supérieur. Il y a un auteur américain que je cite, qui dit que... Il s'appelle comment? Je crois que je peux vérifier rapidement. Je vais le noter, oui. Même à la fin. Il dit que finalement, les éduqués secondaires et supérieurs, après un temps d'hésitation, ont fini par se croire réellement supérieurs. Vous voyez? Donc même nos appellations, après on s'étonne que tout le monde veut avoir les diplômes d'État pour aller au supérieur. C'est normal parce que vous avez mis une école supérieure, tout le monde veut aller au supérieur, vous voulez qu'il reste inférieur. Donc, oui, donc Emmanuel Todd, c'est l'américain Emmanuel Todd, il a écrit un livre qui s'appelle L'Empire. C'est un livre qui a fait beaucoup parler de lui des années 90. Et donc, l'école primaire, j'appelle ça LEC, qui veut seulement dire lecture, lire, écrire, compter, calculer. Les noms reflètent les objectifs. En vérité, chaque parent attend de quoi de son enfant à l'école primaire? L'enfant commence à lire, il est content. L'enfant commence à compter, il est content. L'enfant commence à écrire, il est content. À calculer, il est content. Ça, c'est des choses qui sont claires. Parce que je réponds à notre système actuel d'avoir des objectifs flous. Donc, c'est ce qui fait que même au niveau donc, de maintenant, vous voyez, beaucoup de choses changent. Donc, on ne va plus faire le total de points de dessin, machin, truc, tout ça. On fait le total de points, on dit qu'il a 70%. Il n'y en a plus. Le maître est tourné sur les objectifs. En 2e année, cet enfant a évolué comment par rapport aux 4 objectifs principaux. Lecture, c'est comment? Écriture, c'est comment? Comptage, c'est comment? Et donc, à la fin, on donne un papier, ce que nous appelons bulletin en fait, mais qui répond l'évolution de l'enfant par rapport aux objectifs du cycle. Et à la fin du cycle, on va voir s'il a satisfait à tous les objectifs ou bien à quelques objectifs. C'est pour ça qu'il n'y a même pas de redoublement. Donc, c'est à la fin du cycle qu'on va voir si l'objectif est atteint ou pas. S'il lit bien, il compte, il écrit assez bien, mais les calculs posent problème, il sera recalé en 6e LEC spécial. Il va aller, pas en 6e, on ne va pas le mettre en 6e avec tous les autres pour répondre les classes de 6e, non. Il va dans une classe, dans une 6e spéciale. Et donc, c'est un peu ce jeu-là. Donc, vous voyez les innovations qui entrent là. Le système change. Donc, il n'y a plus de total de points, non. Bien sûr, il y a d'autres cours, à part la lecture, l'écriture, tout ça, mais non. Mais ces cours-là, il y a aussi des interros, comme dans le système actuel, mais il n'y a pas un total. Ce ne sont que des références, comment l'enfant évolue en géographie, en histoire, en sciences. Parce qu'à un moment donné, ce seront des indicateurs pour justement son orientation entre guillemets. Et ça nous amène au cycle suivant, c'est les secondaires. Et donc, mais j'appelle ça la DECI. La DECI, c'est la découverte des capacités innées. Parce que mon livre a comme sous-titre « Un nouveau système centré sur la découverte de dons de 100% d'élèves ». Au chapitre 5, qui est pratiquement le dernier chapitre de votre ouvrage, vous parlez de quelques caractéristiques de l'école. Vous pouvez en donner quelques-unes? Oui, très bien. Donc, alors pour faire un peu vite, donc, je fais une petite parenthèse rapidement. Donc, le DECI, en DECI, là, on va juste... Donc, en fait, je regroupe les secondaires et les humanités en un seul cycle, et qui s'appelle
la découverte des capacités. Ça veut dire que c'est un cycle où l'objectif sera clair. Chaque parent va attendre de son enfant de voir la liste des filières où mon enfant a des capacités. Et là-bas, tout le monde va maintenant comment. Il y aura maintenant des sections courtes. Parce que si je fais une formation, j'ai des talents en fabrication de briques, je vais faire peu de temps. Si j'ai des talents en médecine, je vais faire des études longues. Si j'ai des talents en mathématiques, je vais faire des études, disons, d'une certaine manière moyenne. Mais j'ai dit aussi en passant que en DECI, les cours sont différents de ce que nous faisons maintenant. On ne donne pas, on donne les initiations à, initiation à la médecine, initiation à l'informatique, initiation à l'électricité, initiation à l'électronique. L'objectif, c'est quoi? De découvrir où est-ce que les enfants ont du talent. Voilà. Et à la fin, donc, d'ici, ils ont leur certificat et puis ils peuvent maintenant aller faire la formation professionnelle. Voilà. Et puis, il y a bien sûr la rèche à la fin, mais les gens pourront lire dans les livres. Donc, pour votre question, à la fin, il y a des chapitres 5, donc j'aborde quelques caractéristiques de ces systèmes que je propose. Alors, il y en a plusieurs aussi, mais je pourrais seulement prendre peut-être 2, 3. Prenons la première, c'est ce que j'appelle l'âme du système responsabilitariste. C'est que c'est un système où, par avance, les enseignants, les autorités politiques, les parents, nous savons, nous croyons que chaque enfant est doté en talent et que l'école a comme mission centrale de découvrir ses talents, de découvrir les filières où il a du talent. 1. 2, de nous dire, parmi les filières où il a du talent, où est-ce qu'il les a en abondance. Parce que je peux avoir des talents. Moi, j'ai du talent en mathématiques, c'est certain, mais j'ai découvert par après que j'ai un talent plus grand ailleurs. Et donc, si j'avais su, je ne serais peut-être pas prof de maths. Mais si l'école m'avait permis de découvrir mes différents talents. Donc, il ne suffit pas de découvrir les talents. Encore faut-il savoir où est-ce que, si j'ai 3 dons, où est-ce que j'ai les dons les plus abondants. Ça, c'est une autre dimension, en fait. Donc, c'est ça la première caractéristique. C'est une école où, vraiment, tout le monde sait que chacun a quelque chose que nous devons découvrir. Donc, il n'y a pas d'enfant idiot, ça n'existe pas. Il n'y a pas d'enfant, non, ça n'existe pas. C'est 100%. On doit découvrir ça pour 100% d'élèves. C'est pour ça que le système dit que c'est un système éducatif centré sur la découverte de dons de 100% d'élèves. Donc, nous aurons 100% d'élèves à l'entrée et puis 100% d'élèves à la sortie. Vous voyez les ambitions. C'est pour ça que je reproche à la CSFD d'avoir des ambitions petites, quand école primaire universelle, c'est petit. Et puis le reste, c'est 40%. Non. Nous devons rêver d'une école qui est capable de prendre 100% de nos enfants à l'entrée, de les amener 100% à la sortie. Chacun a une formation professionnelle et puis chacun peut maintenant aller dans le monde professionnel. C'est un peu ça. Et une autre caractéristique, c'est par exemple l'humilité. Ça, c'est la dernière. À la fin, nous avons un système où les gens sont tellement de l'humilité. C'est-à-dire que ce système-là, tel qu'il est organisé là, ça fait que nous savons que, mon ami là, hier, lui, très fort en droit. Hier, lui, c'est un avocat tout fait. Parce que dans les cours d'initiation au droit en DECI, on faisait les théories et pratiques. Donc, théorie, droit des enfants. Et puis, on fait les scénettes, on crée un tribunal, on joue ça. Tout le monde a vu que, mais toi, tu joues comme un vrai avocat. Hein? Donc, toi... Et on décèle facilement le talent et le don. Et l'enfant lui-même, et ses amis, et les profs sont d'accord pour dire, non, yo, toi, tu vas faire le droit. Amis téléspectateurs, c'est sur cette note que nous mettons un point final à notre émission de cet après-midi qui était axée sur école responsabilitariste. Merci de l'attention et à la prochaine.